Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Vie. Comme chaque semaine, je suis ravi de t'accueillir et de t'avoir avec moi pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Et je vais commencer par une toute petite aparté. Si jamais tu es abonné à ma newsletter, regarde bien l'email que j'ai envoyé vendredi et samedi, les 2 emails, car je t'annonce dedans que je réduis 80% de ma liste email. J'ai fait un tri entre ceux qui me lisent et ceux qui me lisent pas. J'ai gardé que ceux qui me lisent régulièrement, donc qui ouvrent au moins une fois par mois mes emails. Et j'ai envoyé un email à ces personnes pour leur dire que s'ils voulaient rester dans ma liste email, il fallait qu'ils me répondent et qu'ils me disent ouvertement qu'ils veulent y rester. Parce que cette newsletter ne va plus devenir une newsletter. Je la transforme en fait en ce que j'appelle les 150. Ce sera une newsletter, j'ai encore le tic verbal, mais ce sera en fait un programme de coaching gratuit sur email, limité à 150 personnes. Il n'y aura jamais plus de 150 personnes dans la liste. Ne resteront que ceux qui lisent régulièrement les emails. Du moment où tu ne lis pas pendant plus de 4 semaines mes emails, tu sors de la liste. Sauf si tu me dis que tu pars en vacances, tout ça. Et je veux que les personnes interagissent. Je veux que ce soit limité. Je veux que ce soit exclusif. Il n'y a plus possibilité de rentrer dans ce programme. C'est que moi qui vais faire rentrer mes nouveaux clients, qui vais faire rentrer les personnes que j'ai coachées, que j'ai eues au téléphone, à qui j'ai demandé si elles voulaient rentrer ou pas. Ça va être très limité. Le but, c'est que ce ne soit pas un nouvel email dans ta boîte mail, un parmi tant d'autres, mais vraiment quelque chose de percutant qui vaille le coup d'être lu, qui vaille la peine d'être lu chaque semaine. Il n'y aura plus de liens, je ne te vendrai rien dedans, je ne ferai aucune promotion, car ce n'est pas une newsletter, je ne suis pas là pour te donner mes nouvelles et pour te vendre quelque chose, je suis là pour t'apporter de la valeur. Voilà, donc si jamais tu es intéressé à intégrer ce programme, les 150, tu as juste qu'à m'envoyer un email à qv@quentinvillard.com, qv@quentinvillard.com, en me disant que tu veux intégrer ce programme et laisse-moi ton adresse mail. Techniquement, si tu m'envoies un mail, je l'aurai. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, commençons l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de psychologie. Et j'ai envie de te parler de l'importance des mots. Déjà pour commencer. Dans le monde du développement personnel, on adore utiliser des anglicismes. On parle beaucoup de mindset. Mindset par-ci, mindset par-là. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Parce que dans 99% des cas, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. En français, le mindset, on le traduit par état d'esprit. C'est une super mauvaise transcription. Parce que mind et set, ce sont 2 mots qu'on a accolés. Mind, c'est l'esprit. Set, ça vient de setting, donc de réglage, de paramètres. C'est comme une molette, tu vois, un peu comme une molette qu'il y a sur un ampli de guitare ou sur les vieux amplis CD qu'on avait quand on était jeune, ou les boutons de volume. Ça te permet de moduler quelque chose, c'est un réglage dynamique. Le truc, c'est que quand on le traduit plutôt en état d'esprit, on en fait quelque chose de statique. Un état en chimie, c'est un état donné à un instant T. C'est quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Parce que donc, quand on dit que mindset et état d'esprit, ce sont la même chose, on parle 2 langues différentes. On parle de 2 choses diamétralement opposées. On parle d'un truc qui est statique, à un instant T, qui va évoluer, mais on parle pas du tout de dynamisme. Et ça, c'est problématique. La manière dont on devrait transcrire mindset, c'est configuration d'esprit. Dans mon bouquin Devenez indéboulonnable, si tu l'as lu, tu vois que j'utilise beaucoup ce mot. Si tu m'écoutes dans ce podcast, tu m'as déjà entendu utiliser ce mot. Si tu travailles avec moi, que je t'ai déjà eu au téléphone, tu sais que j'utilise beaucoup ce mot. Si tu m'as déjà vu en conférence, tu sais que j'utilise beaucoup ce mot et je suis à cheval là-dessus. C'est comme les personnes qui disent « j'ai fait un saut quantique » sans savoir ce que c'est la mécanique quantique. C'est comme les personnes qui parlent de l'énergie alors qu'elles ne savent absolument pas ce que veut dire le mot énergie, qui est une mesure, ni plus ni moins. C'est pas un espèce de truc un peu bizarre, c'est une mesure, l'énergie. On utilise énormément de mots sans savoir ce que c'est. Et pour te donner un exemple concret de ce que ça veut dire et de leur importance, j'ai envie aujourd'hui de te parler d'un outil que j'utilise souvent, moi en tant que coach, pas dans mes coachings, mais dans la manière dont moi je me perçois, et dans la manière dont je perçois mes clients. Et qui me donne une indication de où est-ce qu'ils en sont, on va dire, en termes de conscience. Donc, vraiment, là, pour le coup, d'état d'esprit.
Et l'état d'esprit d'ailleurs, ça se traduit state of mind en anglais. Quand on parle de state of mind, on parle de state, un état of mind, de l'esprit. Donc voilà, cette idée, elle est vraiment importante. Et je te la partage parce que derrière la psychologie qui se cache, derrière ce que j'appelle l'échelle de la conscience, alors je l'appelle comme ça, je l'ai découvert d'une certaine manière dans les travaux de Ken Wilber, croisé avec les travaux de Steve Chandler, qui est un coach que j'apprécie beaucoup. Et ça me donne cette idée de l'échelle de la conscience. Où en fait, imagine une échelle qui va de bas en haut avec des échelons. Tout en bas, c'est ce qu'on va appeler un état d'esprit bas, tu vois, un état de conscience bas. Et en haut, un état de conscience très haut. Avec, on va dire, tout en haut, si tu te l'imagines, tu peux marquer le mot esprit mentalement, ou pouvoir supérieur. C'est-à-dire que quand tu es tout en haut de cette échelle, tu es dans un espèce d'état d'intrication avec l'univers, avec l'énergie, avec tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu te sens en fluidité avec l'univers. Tout roule, tu es créatif, tu es bien, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette échelle, donc il y a l'état de conscience bas, l'état de conscience haut, et tout au long de la journée, on oscille à travers différents niveaux. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi ? Pour la notion de psychologie qu'il y a en bas de l'échelle. Le premier niveau de conscience bas de cette échelle, c'est la peur. La peur, c'est un mode opératoire sous lequel on peut agir au quotidien, et c'est un état très fermé, un état de conscience bas, comme on dit, où on a peur de tout. Quand on a peur, notre cerveau et notre organisme est bardé de cortisol, donc entre autres l'hormone du stress, d'adrénaline, une hormone qui nous excite, qui réduit notre champ visuel, qui réduit notre champ de pensée, qui verrouille en fait notre créativité, notre imagination, notre compassion, l'amour, tous les sentiments plus élevés. Quand on est dans ce sentiment de peur, en bas de l'échelle, on est vraiment dans un état d'esprit cloisonné, fermé, qui nous fait voir tout comme une menace. L'échelon juste au-dessus de la peur, ça va être la colère. Et ça va peut-être être le truc le plus intéressant de ce podcast. Pourquoi est-ce qu'on est en colère ? La colère, c'est un niveau de conscience un tout petit peu supérieur à la peur, parce qu'on n'est plus complètement dans le frein, mais on est dans une espèce de bouillonnement de dynamisme. Mais la colère, psychologiquement, j'avais lu ça dans un livre de psychologie, c'est que la colère est un masque de la peur. Et dans ce livre, il y avait un exemple qui m'avait énormément parlé d'ailleurs, c'est imagine que tu entends une porte claquer et que les personnes qui claquent les portes te mettent profondément en colère. Moi, quand ma fille claque les portes, quand quelqu'un claque les portes, ça me met hors de moi. Et ce que j'ai appris dans ce livre, quand j'ai pris conscience de ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu es en colère quand quelqu'un claque une porte, c'est que quand tu étais petit, le bruit d'une porte qui claque, soudain, sec, violent, c'est quelque chose qui te faisait extrêmement peur. Et moi, mon père était quelqu'un de très colérique quand j'étais petit. Dès qu'il en avait marre, qu'il était fatigué, parce qu'il avait plusieurs boîtes, il avait un rythme de vie assez spécial où il travaillait beaucoup la nuit, qui était souvent fatigué, tout ça. Et des fois, il pétait un câble et son réflexe était de claquer les portes. Et des portes claquées, j'en ai eu toute mon enfance. Des portes fissurées tellement il est claqué fort, avec la peinture qui pète, tout ça. Et quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte qu'en fait, beaucoup de mécanismes qui génèrent de la colère en toi sont des répercussions liées à quelque chose qui te faisait peur quand tu étais enfant. Intéressant, non ? Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai lu cet exemple. Donc tu vois, en fait, la colère est un état de conscience bas qui est un masque de la peur. C'est un masque de la peur. Quand je suis en colère, c'est qu'en fait, fondamentalement, j'ai peur de quelque chose. C'est là où je fais une petite pause et où je te demande qu'est-ce qui te met en colère. Je te demande de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui te met le plus en colère au quotidien ? Quelles sont les interactions que tu peux avoir avec ton mari, avec ta femme, avec ton associé, avec tes collègues, avec tes collaborateurs, qui te met en colère ? Et réfléchis juste 2 secondes à te dire, ok, de quoi est-ce que tu as peur derrière ?
Ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur d'une conséquence violente, ça peut être la peur de la mort, dissimulée par quelque chose, la peur de manquer, la peur de ne pas valoir quelque chose, de ne pas être assez, bref, des peurs, il y en a pas mal, tu le sais aussi bien que moi. Réfléchis juste à ça. Je finis cet aparté. Le niveau juste au-dessus de la colère, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un mauvais usage de la créativité. Parce que quand on est inquiet, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On est simplement en train d'essayer d'imaginer des scénarios par rapport à un événement. Des scénarios plus originaux les uns que les autres, mais qui finalement sont une forme d'imagination. Mais l'inquiétude, c'est aussi un masque un tout petit peu plus gérable que celui de la colère, mais c'est un masque un peu plus gérable de la peur. On s'inquiète parce qu'on a peur de quelque chose. L'étage au-dessus de l'inquiétude dans cette échelle, c'est le ressentiment. C'est quand on en veut à quelqu'un, on rumine quelque chose qui nous est arrivé. Et le ressentiment, c'est toujours un étage, on va dire, encore un peu plus gérable par rapport à l'inquiétude, de la peur, mais qui est chronique. Souvent, quand on en veut à quelque chose, à quelqu'un, aux circonstances de notre vie, on dit c'est pas ma faute, c'est la faute à un tel, machin, qui a du ressentiment. C'est quelque chose de chronique chez les personnes. Je m'en rends compte chez mes clients, je m'en suis rendu compte chez moi. Je suis pas quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de ressentiment envers les autres. Mais souvent, j'en faisais, avant, beaucoup preuve envers moi-même. Où je m'en voulais de ne pas avoir dit ça, je m'en voulais de ne pas avoir fait ça, je m'en voulais de ne pas avoir pensé de la bonne manière, de ne pas avoir pris la bonne décision, de ne pas m'écouté ou de m'être trop écouté. Bref, j'avais beaucoup de ressentiment envers moi-même. Mais derrière, il y a toujours une peur qui se cache. Donc tu vois, ça, la peur, la colère, l'inquiétude, le ressentiment, ce sont vraiment les niveaux bas, les étages bas, les échelons bas de cette échelle. Où on est dans un état d'esprit bas. Et on peut évoluer à travers ces états d'esprit tout au long de la journée. Donc ce qui nous intéresse dans cette idée, cette image de l'échelle, c'est quels sont les états d'esprit hauts. Et les états d'esprit hauts, tu les connais aussi bien que moi, c'est quand tu es dans l'amour, dans la compassion, quand tu fais preuve d'imagination, quand tu es créatif par rapport à un problème, par rapport à une situation que tu rencontres. On est guidé par un espèce de pouvoir supérieur, un truc qui nous tire vers le haut. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant. Je te parlais de sémantique, je démarrais ce podcast avec de la sémantique. Cette idée de l'échelle, elle est visuelle. Parce que tu vois, souvent on te dit, je suis tiré vers le bas. Ou il y a quelqu'un qui me tire vers le haut. Ou je me suis effondré. Quand cette personne m'a dit ça, ça m'a effondré, ça m'a détruit. J'étais réduit en cendres. Ou au contraire, cette personne m'a vraiment tiré vers le haut, je me suis senti pousser des ailes, c'est comme si j'étais élevé par quelque chose de plus fort que moi. Tu vois, toutes ces choses très visuelles, en fait, où on sent naturellement que soit on est tiré vers le bas, une espèce de lourdeur, de pression, de gravité qui se pose à nous, ou à l'inverse, quelque chose qui nous tire vers le haut. Ça, en fait, ce sont différents niveaux de conscience à travers lesquels on évolue au sein de la journée. Et maintenant, tu te poses peut-être la question de dire, quand je suis en bas, comment est-ce que je passe en haut, rapidement ? Moi, mon rôle en tant que coach, quand je suis avec un client, c'est d'être dans les étages supérieurs. Si je suis dans les étages inférieurs, ça sert à rien. Autant que j'annule la session, j'y arriverai pas. Mais c'est pas mon genre, j'ai des stratégies pour me mettre justement dans des états plus hauts. Pour moi, la méditation est quelque chose que je pratique depuis des années et ça m'aide énormément. Mais parfois, j'ai pas le temps. Et c'est là où j'ai envie de te partager ces 3 stratégies que tu peux utiliser. On va dire 3 bis, parce qu'il y en a une, tu verras, qui est intéressante et qui est plus passe-partout que les autres. Mais les 3 meilleures manières de passer des étages bas, donc de la peur, de la colère, du ressentiment, de l'inquiétude, à des étages plus élevés, donc de la compassion, de l'imagination, de la joie, de la créativité, tout ça, c'est de rire. Rire, ça aide énormément. Rire, c'est ce qui va te faire passer du bas en haut très rapidement. Dans la même manière, chanter. Chanter, c'est quelque chose qui t'élève. C'est quelque chose qui te fait du bien. Donc tu peux rire, tu peux te forcer à rire, ça marche énormément. Ton cerveau est pas super... ou peut-être, j'allais dire, il est pas super intelligent par rapport à ça, ou peut-être qu'il l'est, et qu'il comprend parfaitement que même quand tu fais semblant de rire, c'est pour
volontairement te mettre dans un bon état d'esprit, et alors là, il ouvre les vannes et il te dit allez, go, endorphine plus. Donc, force-toi à rire, chantonne, écoute une musique qui te fait bouger, et danse, par exemple, secoue-toi, bouge, sautille en rigolant, en souriant, en chantant, ne serait-ce que quelques secondes, tu vas te sentir, mais catapulté en haut de l'échelle. Danser, bouger, c'est quelque chose de fondamental, parce que tu vois, si on prend la physiologie des animaux, les animaux, par exemple, on va dire une biche, qui se fait d'un coup attaquer par une meute de loups et qui part en courant, et qui arrive par chance à leur échapper. On peut faire pareil avec une gazelle qui se fait pourchasser par des lions, ou un singe qui se fait attaquer par un jaguar. Le premier réflexe, une fois qu'ils sont en sécurité, qu'ils vont avoir, c'est de se secouer tout leur corps. Tous les animaux font ça. Tu vois les chiens qui le font après avoir eu peur, les chats qui le font après avoir eu peur, tous les animaux, les souris, tous les mammifères le font. Ils se secouent. Ils évacuent le traumatisme, la surdose d'énergie qui a été générée par cette peur intense. Ils l'évacuent en bougeant très très vite, très vigoureusement. Et c'est pas pour rien, nous des fois quand on a peur, on fait on frissonne et on bouge. Mais aujourd'hui, la majorité des traumatismes qu'on a suite à une peur, on les garde dans notre corps. On les extériorise pas. Donc c'est pour ça que rire, chanter, danser, ce sont des trucs qui élèvent, qui nous font bouger, qui nous font nous rendre bien mieux. Donc si tu veux passer du bas de l'échelle en haut de l'échelle, tu peux rire, tu peux chanter, tu peux danser. Alors c'est là où j'en viens aux 3 bis. C'est que rire, chanter, danser, c'est pas forcément efficace quand t'es en réunion, quand t'es au boulot, c'est pas toujours quelque chose que tu peux faire. Par contre, quelque chose dont je me suis rendu compte qui était extrêmement efficace, c'est d'aider. Aider quelqu'un dans un projet. Aider une vieille femme à faire ses courses, à traverser la route, je sais pas quoi. Mais aider, ça fait une explosion d'endorphines. C'est extrêmement bon, ça nous fait sortir de notre quotidien, de notre tête en fait. Ça nous fait sortir de notre ego. On n'est plus concentré sur nous, sur nos problèmes, dans ce qui nous fait peur, ce qui nous rend inquiet, ce qui nous met en colère, ce qui crée du ressentiment, mais on est plus concentré sur l'autre. Et là, on fait preuve de plus d'ouverture, de créativité, d'imagination, de compassion, tout ça. Je voulais vraiment te partager ça. Parce que c'est fondamental d'avoir conscience que tu évolues tout au long de la journée sur une échelle d'humeur, des états d'esprit. Pas de la configuration d'esprit, mais vraiment des états d'esprit qui vont, qui viennent, qui sont fluctuants. J'espère que ça te sera utile, j'espère que ça t'aura parlé. Moi, c'est quelque chose qui est assez central dans ma journée, dans mon quotidien, dans mon métier de coach. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont au courant de cette idée de l'échelle, qui est pourtant très intéressante à utiliser au quotidien pour mesurer son état d'esprit, sa dynamique quotidienne. Donc voilà, je voulais te le partager, je voulais te faire prendre conscience aussi que la majorité de la colère que tu éprouves cache une peur, et qu'il est intéressant pour toi de creuser, savoir quelle peur se cache derrière cette colère. C'est toujours un bon indicateur pour faire la paix avec cette partie. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager cet épisode, à t'abonner, et je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!